Bonjour à tous, aujourd'hui un cours sur le monoxyde de carbone, alors un cours pompier bien sûr, pour apporter un peu plus de connaissances qui vont être nécessaires aux sapeurs-pompiers en opération, surtout sur les opérations intoxication CO. Alors, on va commencer avec quelques généralités. Le monoxyde de carbone, aussi appelé CO plus communément, est un gaz incolore, inodore, explosif et non irritant. Voilà. S'il y a quelque chose que vous devez retenir, je pense c'est ça. Il est présent bien sûr dans les fumées d'incendie, mais aussi il est produit par les appareils de chauffage mal entretenus ou mal utilisés, et aussi dans des combustions incomplètes. On y reviendra juste après. Il est dangereux pour les êtres vivants, mortel à faible concentration. Il s'agit d'une des premières causes d'intoxication en France, l'intoxication au monoxyde de carbone. Par exemple, en 2018, il y a eu 4000 victimes, dont environ 100 décès par an. Et la petite minute culture, l'écrivain Émile Zola est mort d'une intox CO au début du XXe siècle. Alors, on va faire un petit rappel chimique aussi. Donc, je vais essayer d'aller vite, vous n'êtes pas obligé de tout retenir, mais c'est pour apporter le plus de connaissances possible. Alors le monoxyde de carbone, aussi appelé CO. Alors pourquoi CO? Parce que il est composé de deux atomes, c'est une molécule composée de deux atomes, un atome de carbone qu'on appelle C et un atome d'oxygène qu'on appelle O. Voilà. Donc c'est un oxyde de carbone, et vu qu'il n'y en a qu'un seul d'oxyde, on appelle ça le monoxyde de carbone. À titre de comparaison, vous savez que le CO2, ce qu'on rejette dans notre respiration, le CO2 c'est du dioxyde de carbone. Voilà. Donc cette molécule est gazeuse à température et pression ambiante, donc ce que nous on va rencontrer la majorité du temps. Il est plus léger que l'air, il va avoir tendance à monter, tendance à former des poches en partie haute des pièces notamment, et c'est le produit d'une combustion incomplète de produits carbonés. Donc combustion incomplète, je vous renvoie sur le cours sur la combustion, mais en gros c'est qu'il n'y a pas eu assez d'oxygène, assez de comburant pour entretenir la combustion. Voilà. Donc une combustion complète du carbone et du dioxygène, ça donne du CO2, c'est parfait. Une combustion incomplète, du carbone et pas assez de dioxygène, ça va donner du CO. Voilà. Il peut aussi être généré lors de températures excessives. Le CO va alors se retransformer, le CO2 pardon, va alors se retransformer en monoxyde de carbone. Voilà, ça arrive dans les incendies à haute température. Et quelques concentrations connues, pour vous donner des ordres de grandeur. Dans l'atmosphère, on est à 0,1, 0,2 ppm. Alors ppm c'est parti par million, on en parle juste après. Dans les gaz d'échappement, il y a environ 700 ppm. Dans les fumées de cigarettes, on est plus de l'ordre de 3000 ppm. Alors le monoxyde de carbone, comme je l'ai dit, il y a un risque toxique. Donc on va se concentrer sur celui-là dans un premier temps. Donc quels effets il a sur l'organisme? Donc vous avez compris que le monoxyde de carbone était toxique, mais pourquoi? Alors il pénètre dans l'organisme par les voies respiratoires, on le respire, il rentre dans les poumons. Il traverse la membrane alvéo-capillaire et il va se lier à l'hémoglobine, exactement comme l'oxygène se lie à vos globules rouges. Sauf que là, il va avoir une plus grande affinité entre l'hémoglobine et le monoxyde de carbone qu'entre l'hémoglobine et l'oxygène. Donc vos globules rouges auront tendance, les globules rouges des victimes auront tendance à accrocher plus de monoxyde de carbone que d'oxygène. Donc le mélange hémoglobine monoxyde de carbone forme ce qu'on appelle la carboxyhémoglobine. C'est ce qu'on appelle plus communément le HbCO. Vous avez sûrement déjà entendu HbCO quand on fait des relevés HbCO, on va en parler aussi. Et le problème c'est que le HbCO ne permet pas le transport d'oxygène. Et donc pas de transport d'oxygène, des lésions des tissus par hypoxie, pas assez d'oxygène pour les organes, etc. Et dernier point important, la mesure de saturation
avec un oxymètre de pouls n'est pas fiable pour détecter une intox CO, car cet oxymètre ne fait pas la différence entre l'hémoglobine combinée à l'oxygène, HbO2, et celle combinée au CO, HbCO. Voilà. Quelques on va dire quelques relevés à connaître rapidement de tête. Donc c'est les symptomatologies en fonction de la concentration CO dans l'air ambiant. Donc on va parler de ppm. Donc ppm, j'ai dit, c'est une partie par million, et 1 ppm de CO, ça veut dire une molécule de CO dans 1 million de molécules d'air. Donc 30 ppm, voilà, c'est vraiment une limite que l'organisme peut supporter. Passé 200 ppm, on va avoir des légers maux de tête en quelques heures. 400 ppm, les maux de tête seront plus intenses plus rapidement. 800 ppm, on arrive à une perte de connaissance possible de l'ordre de 2 heures. 1600 ppm, une mort possible en 2 heures. 3200 ppm, une mort possible en 30 minutes. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à en gros 1% de CO dans l'air, où là la mort va se produire en moins de 5 minutes. Voilà. Donc 1% de CO dans l'air, c'est quand même déjà une c'est violent, il faut y arriver à cette concentration. Donc les risques. Quels sont les risques? Bien sûr, vous avez compris, on n'a pas assez d'oxygène qui arrive aux organes. Alors les risques à court terme, c'est ce qu'on ressent, ce que les victimes ressentent la plupart du temps avant d'appeler les secours, c'est-à-dire des nausées, des maux de tête, des pertes de connaissance, un coma ou même le décès. Mais à long terme, le CO, l'intoxication CO, peut avoir des séquelles permanentes sur l'organisme de type neurologique et cardiaque. Donc même s'il n'y a pas de séquelles dans l'immédiat, une intox CO peut donner des problèmes après un laps de temps de plusieurs semaines après l'intoxication. Alors comment éviter l'intox CO chez un particulier? Donc je pense que vous avez déjà tous vu les dépliants du gouvernement qui existent, qui disent de faire entretenir et vérifier son installation par un professionnel, installation de chauffage bien évidemment. Ramonage du conduit de fumée par également un professionnel, un ramonage mécanique, les ramonages type bûche ne suffisent pas, donc ramonage des cheminées, etc., surtout si on chauffe au bois. Ne jamais boucher les aérations, car tous les appareils à combustion ont besoin d'air pour fonctionner, c'est ce que j'ai dit. Pas assez d'air, pas assez de comburant, combustion incomplète, production de monoxyde de carbone. Et ne jamais laisser un moteur à explosion tourner dans un lieu mal ventilé. Alors ça, c'est pas parce que le moteur à explosion a besoin d'air, même si oui il en a besoin, c'est surtout qu'un moteur à explosion produit du CO naturellement, les combustions sont incomplètes au sein du moteur à explosion, et donc il y a du CO naturellement produit. Donc tout ce qui est pour nous pompiers, pompe thermique, groupe électrogène, à ne pas utiliser dans un local fermé, et les véhicules, ne pas les laisser tourner dans les travées, surtout si on n'a pas de système d'évacuation des fumées présent dans son CS. On va parler de quelques statistiques qui sont bonnes à savoir, surtout pour des sapeurs-pompiers. Alors la plupart des intoxications sont liées à un appareil de chauffage défectueux. On le voit avec le camembert du dessus. Donc voilà, on a 40% des interventions à peu près qui sont réalisées à cause d'une chaudière défectueuse, 24% à cause d'un poêle ou d'un convecteur. Donc on voit que plus de 50% des interventions sont vraiment dues à des appareils de chauffage à proprement parler. Voilà. Les groupes électrogènes, véhicules autres représentent uniquement 15% des interventions, et tout le reste c'est aussi des moyens de chauffage, mais un peu moins prédominants. Et la quasi-totalité des interventions intox CO est en période froide. Bah oui, bien évidemment, quand tout le monde allume son chauffage, donc on le voit sur le graphique en barre, là en bas. Donc on voit que juin, juillet, août, septembre, quasiment aucune intervention. Et par contre, en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, et ça diminue vers avril-mai, donc des grosses... un grand nombre d'interventions intox CO. Voilà. On va aborder le risque explosif aussi.
quelque chose qui nous intéresse beaucoup pour nous, pompiers. Donc le monoxyde de carbone est un gaz explosif. Donc ça, faut vraiment le retenir. Explosif et extrêmement dangereux parce qu'il a une très grande plage d'explosivité. Donc je vous renvoie sur le cours sur l'explosimétrie pour avoir plus d'infos là-dessus si vous n'avez pas les connaissances LIE, LSE. Mais voilà, retenez que le méthane par exemple, LIE du méthane 5%, LSE du méthane 15%, donc 10% de plage d'explosivité. Là on a LIE du CO 12,5%, LSE du CO 74%. Donc on a une énorme plage d'explosivité, plus de 60% de plage d'explosivité. Voilà. Bon, bien sûr, les concentrations, même concentration au niveau de la LIE, 125 000 ppm, c'est une concentration mortelle en moins de 5 minutes. Hein. Donc port de l'ARI obligatoire, bien évidemment. Et le monoxyde de carbone est vicieux, car pas d'odeur, pas de voile, hein, à part bien sûr la mort qui peut survenir très rapidement, hein, mais c'est pas comme du gaz où on peut le sentir, c'est pas comme une fumée blanche, une fumée froide pardon d'incendie qu'on sait d'instinct explosif parce qu'elle laisse un voile, etc. Là c'est vraiment pas d'odeur, pas visible. Voilà. Donc une petite liste de conduites à tenir pour nous en inter avec suspicion de CO, de monoxyde de carbone. Bien sûr, ne pas sonner, pas de contre-appel, même chose que pour une intervention type gaz. Port de l'ARI systématique. Hein. Évacuer, recenser, regrouper les occupants dans le PRV, ça c'est logique, c'est comme une intervention type gaz. Hein. Mettre sous oxygène les intoxiqués à 15 litres par minute. Ventiler les lieux après neutralisation de la source polluante, hein, après détection de l'appareil défectueux. Toute personne qui a séjourné dans des locaux pollués et ou suspicion d'intox CO doit être examinée par un médecin, bien évidemment. Ne pas utiliser l'oxymètre de pouls comme indicateur d'intox CO. Utiliser plutôt des appareils de détection spécifiques pour les intox CO, type RAD57. Pour ceux qui ne savent pas, le RAD57, ça se présente exactement comme un oxymètre de pouls, sauf que c'est un appareil spécifique pour détecter le HbCO. Et toujours avoir un détecteur individuel ou collectif présent sur soi pendant les interventions. Oh, pardon. Alors en conclusion pour ce cours, toujours suspecter du CO pendant des interventions un peu spécifiques, notamment les interventions personne ne répondant pas aux appels, malaise d'origine inconnue, nausée, etc. Toujours suspecter du CO. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un appareil de détection CO sur soi. Alors généralement dans de nombreuses DIS, on en a un attaché au sac PS du VSAV. Les SMUR en ont aussi un attaché à leur sac PS. C'est bien pour les engins qui en ont en dotation de penser à le prendre, hein, bien sûr. Certains VTU en ont un en dotation, etc. Toujours penser au CO lors des interventions de type incendie aussi. Hein, présence du CO lors des déblais. Et ça, on n'y pense pas assez, donc c'est pour ça qu'on vous rappelle tout le temps de porter l'ARI pendant les déblais, même si c'est lourd, même si c'est pénible, toujours porter l'ARI pendant les déblais. Voilà. Et finalement, ne pas se fier au relevé de l'oxymètre de pouls pour une suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone. Et ça, pareil, toujours demander un appareil spécifique type RAD57. Alors, certains départements l'ont en dotation dans leur VSAV, d'autres, il faut le demander parce que c'est mutualisé. Donc voilà, toujours penser à ça. Voilà pour ce petit cours qui a été assez rapide sur le monoxyde de carbone, dédié aux connaissances spécifiques pour les sapeurs-pompiers. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de sujets très spécifiques comme ça qu'on peut traiter en moins de 10 minutes très rapidement. C'est toujours intéressant. Voilà, je vous remercie, n'hésitez pas, bonne journée.